On va voir si Jean-Luc Chauvin et Claudia Cordo Francisco sont concentrés. Rebonjour. Oui, ça y est, c'est à nous. Vous êtes un peu dissipés, mais je suis sûre que vous avez des choses très intéressantes à nous dire sur la stratégie de coopération en Méditerranée, le sujet qui nous rassemble. Bonjour Jean-Luc Chauvin. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Merci d'être avec nous. Bonjour Laurence, merci. Je suis aussi, mais pour nos amis c'est peut-être plus important que pour nous, vice-président de la Chambre de commerce franco-arabe. Vous avez raison de le rappeler. À vos côtés, Claudio Francisco. Bonjour, vous êtes présidente de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Exactement. Merci de l'invitation. D'être avec nous. Ravi d'être avec vous. Et à vos côtés, Benoît Charvalier, vous avez beaucoup de casquettes vous aussi. Vice-président Afrique du MEDEF, le président Afrique de Business Europe, le patronat européen pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous êtes cofondateur de la chaire Business et Industrie en Afrique. Et on va commencer avec vous parce que vous rentrez des États-Unis. Vous tenez une réunion importante, la réunion entre la Banque mondiale et le FMI. Est-ce que vous revenez avec de bonnes nouvelles ? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Excellence, je reconnais beaucoup d'amis et de visages familiers ici. Et j'ai les amitiés également, évidemment, à vous transmettre de Patrick Martin que je représente en qualité du MEDEF. Alors, pour répondre à votre question sur mon retour des États-Unis, où se tenaient ce qu'on appelle les assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, si j'ai à les résumer, et ce qui fait écho aux 100 jours de la présidence Trump, c'est Fast and Furious. Et donc, la première inquiétude était d'abord de connaître quelle était la position des États-Unis à l'égard du FMI et de la Banque mondiale. Donc concrètement, est-ce que les États-Unis allaient quitter la Banque mondiale et le FMI ? Alors la réponse a été accueillie avec soulagement, puisque le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a, on va dire, levé le doute sur le fait que les États-Unis allaient rester membres du FMI et de la Banque mondiale. Donc il y a eu un ouf, mais ce ouf a été assez vite tempéré, puisque simultanément les États-Unis, dans la lignée de ce qu'ils avaient commencé à faire avec la suppression de l'USAID, donc l'agence de coopération américaine, ont supprimé également ce qu'on appelle le MCC, le Millennium Challenge Corporation, et quelques jours après, la décision du président Trump de suspendre également tout financement américain à l'égard de la Banque africaine de développement. Donc cette fois, avec un focus un petit peu plus particulier sur le continent africain. Bon. Donc, et pardonnez-moi si je vais être peut-être un petit peu cash, mais l'ambiance washingtonienne à l'égard de l'Afrique, elle était quand même pas terrible. Elle n'était pas terrible parce que, déjà, à titre personnel, j'avoue que je n'aime pas parler d'Afrique au regard de la diversité, ça a été aussi rappelé ce matin, des situations. C'est sûr que si on regarde du côté de Rabat ou de Casablanca, c'est pas tout à fait la même chose si on regarde du côté de Khartoum. Et donc, le fait d'avoir ce narratif africain, souvent, c'est pas que l'Afrique va bien ou l'Afrique va mal, c'est qu'il y a des pays qui vont bien, il y a des pays qui vont mal. Il y a des pays qui ont des bonnes gouvernances, il y a des pays qui ont des pas de mauvaise gouvernance. Il y a des pays qui ont des bons codes d'investissement, il y en a qui n'en ont pas. Et donc, en parlant au singulier de l'Afrique, ça génère souvent une espèce de pushback, pour employer cet anglicisme américain, c'est-à-dire un peu de rejet en mettant finalement le bébé avec l'eau du bain. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, alimenté aussi par les droits de douane, hein, on l'a vu, où d'ailleurs plusieurs pays africains figuraient en haut de la liste, hein, puisque des pays comme le Botswana, des pays comme Maurice, des pays comme Madagascar devaient initialement subir des droits de douane de près de 50%. Et on ne peut pas dire que ces pays représentent un risque majeur pour la balance commerciale américaine. Donc, pour résumer, ça veut dire une chose, c'est que il faut que les pays africains comptent d'abord sur eux-mêmes. Ça veut dire que, comme ça a été dit aussi ce matin,
revoir de manière fondamentale tous les paradigmes et ne pas avoir peur. Et là aussi, je vais être un petit peu cash. C'est-à-dire que la transition, elle n'est pas indolore. Il ne faut pas croire que tout va se passer sans effort et même sacrifice. C'est vrai d'ailleurs en France, quand on doit réaliser 40 milliards. Il ne faut pas croire que ça va tomber du ciel. Oui, il va y avoir un certain nombre de réformes, de courage, de risques à prendre. Et je pense que c'est exactement le momentum dans lequel nous sommes aujourd'hui. Peut-être que de Francisco, quand on entend ce discours, quand vous dites que l'Afrique doit compter sur elle-même, est-ce que finalement la force qui crée de la valeur ajoutée, ce sont les entreprises? Est-ce que c'est finalement elles qui sont au centre de cette transformation? Alors, effectivement, nous, à la Chambre, les entreprises, c'est le cœur de notre sujet. On a 3800 adhérents à la Chambre, essentiellement des PME. Et en fait, notre rôle principal, notre ADN, c'est de les accompagner et de faire en sorte de décoder tout ce qui se passe, évidemment, sur le territoire marocain, et pas que, évidemment, sur le territoire français également, puisque l'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre nos deux pays, mais également sur l'Afrique, parce que dernièrement, on a également fait des missions entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que le Maroc, ce qui permet également de décoder tout ce volet africain, comme vous l'avez dit très justement avant. Aujourd'hui, il y a une vraie velléité à regarder sur le continent, à aller s'installer dans ces pays dans lesquels effectivement il y a des projets qui sont extrêmement importants, structurants pour les entreprises. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et même les entrepreneurs qui ont de l'expérience décident justement de faire appel à nous pour les accompagner et leur décoder le chemin. Voilà. Donc ça, c'est assez important et on se rend bien compte qu'on a un vrai rôle à jouer là-dedans. Une passerelle entre l'Europe et l'Afrique, de fait, évidente, qui est là, qu'on arrive à essayer de maintenir et de comment dire, d'animer en permanence, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de toujours trouver des idées inspirantes pour accompagner, décoder. Depuis 2021, on a créé des journées économiques entre nos deux pays, entre le Maroc et la France. On a organisé une journée économique en 2023 à Marseille sur les énergies, les nouvelles énergies, où on a accueilli un bon nombre d'entreprises et on a fait le match retour avec des entreprises de la région de Marseille qui sont venues sur la région de Tanger, justement pour tout le volet portuaire. C'était extrêmement intéressant. Toutes ces journées économiques, évidemment, sont, minutieusement réfléchies avec les régions, puisque la force de la Chambre, c'est qu'on est installé dans toutes les régions du Maroc. On a 11 délégations qui sont installées entre Tanger, Marrakech, de Dakhla également et Laayoune. Et en fait, l'avantage majeur que nous avons, c'est d'être en proximité pour décoder, comprendre quels sont les besoins en région et accompagner les entreprises qui en ont besoin sur le territoire marocain. Et inversement, sur le territoire français, prendre les entreprises marocaines qui, elles, sont dans le besoin, qui cherchent également à investir et à effectuer des échanges commerciaux, bien entendu, sur le territoire français. Dernièrement, on a fait une mission, il y a très peu de temps, sur Dreux. On a également fait une émission sur Nantes, où on était sur le volet portuaire. C'était extrêmement intéressant. Et on sent une vraie dynamique. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt, comme vous l'avez dit très justement avant, mais les gens ont besoin de décodage, de comprendre comment ça fonctionne et d'accompagnement surtout. J'imagine que votre voisin, Jean-Luc Chauvin, vous êtes d'accord avec cette analyse. Alors, on va dire que, on sait, Marseille et cette région est naturellement un hub qui permet d'ouvrir le marché européen aux entreprises africaines et marocaines. C'est vrai pour le Maroc dans l'autre sens. Est-ce que vous faites le même constat de finalement une passerelle qui existe, qui est là, qui est connue, mais où il faut accompagner parce que le monde change et que effectivement la transition ne se fera pas sans douleur et sans sacrifice, pour reprendre les termes de Benoît Charvalier? Je partage. D'abord, premier point, merci à la tribune pour l'organisation une nouvelle fois de ce forum Europe-Afrique à Marseille, après une édition d'ailleurs au Maroc. Deuxième remarque, bon, c'est super de parler de coopération. L'enjeu mondial du changement de paradigme, globalement, nous met dans une obligation géostratégique de trouver des nouveaux partenariats. Et on a naturellement un espace qui s'appelle la Méditerranée, ce petit lac, comme je l'ai souvent dit, Laurence, tu me connais bien, qui rapproche nos deux continents.
Bien entendu que sur nos deux continents, mais c'est pareil en Europe, les niveaux économiques de développement des pays ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes et les changements sont importants. Donc, pour venir à la question, Laurence, oui, très bien sûr, on a besoin de structures et les chambres de commerce sont là pour ça. Les chambres de commerce françaises à l'étranger, les chambres de commerce françaises, la chambre de commerce franco-arabe avec l'ensemble du monde représentant les institutions économiques des pays arabes sont là pour décoder, favoriser, expliquer des entrepreneurs. Et j'ai souvent dit cette phrase et je vais le redire encore une fois parce que c'est tellement vrai. Les entrepreneurs, quand ils parlent ensemble, parlent la même langue, celle du business. Il faut juste qu'on ait le décodage, qu'on ait les règles. Et donc, j'ai plus envie de parler de coopération, même si c'est le thème de cette table ronde. Voilà, c'est bon. J'ai envie de parler d'action. J'ai envie de parler de comment on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour développer? Et je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité collective, nous tous, le MEDEF, la CGEM qui est là, que je salue, que je remercie, l'ensemble des patronats de nos pays africains, les chambres de commerce et d'industrie, c'est de créer des entrepreneurs méditerranéens. C'est de changer de génération. C'est de passer de marchés qui sont des marchés internes à des marchés qui sont des marchés pan-méditerranéens. Voilà. Moi, j'ai envie de rentrer dans ce sujet-là. Donc, j'aurais des questions peut-être, mais voilà. Bien. Mais juste, on parle de la coopération méditerranée, c'est un intérêt qui est porté depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il n'y a pas eu, et je reprends votre expression, beaucoup de passages à l'action. Donc, oui. Qu'est-ce qui doit être changé maintenant pour que vraiment il y ait des... On peut peut-être demander à Benoît Charvalier, après on revient. Allez, ça va, pardon. Je croyais que vous voulez que je finisse la question. Non, pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est la question de la patate chaude, mais... La question, c'est comment on fait pour vraiment passer à l'action. Alors, moi, j'appelle l'Afrique méditerranéenne, déjà, qui me semble assez bien résumer déjà l'espace géographique dans lequel on se situe. Ensuite, la deuxième chose, c'est de changer d'échelle. Et d'ailleurs, c'est vrai pour l'Afrique méditerranéenne, comme c'est vrai pour l'Afrique en général. Pourquoi changer d'échelle? Parce que l'une des singularités et en même temps défi, c'est la fragmentation justement des économies du continent africain et en particulier subsaharienne, avec une multitude. Alors j'enseigne à l'ESSEC, on dira peut-être un mot tout à l'heure, mais je rappelle qu'il y a 7 pays sur 54 africains qui détiennent 70% du PIB. Donc par construction, vous avez 38 pays qui détiennent moins de 13% du PIB. Donc quand vous êtes une entreprise, on est un certain nombre, Chaïf de la CGM est là, quand on est une entreprise et qu'on cherche à adresser un marché de 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays, où la richesse cumulée dépasse à peine 5 ou 10 milliards de dollars, il est évident que vous avez besoin justement de ce changement d'échelle. Donc, pour répondre à la question, c'est le changement d'échelle, donc le changement à la fois, encore une fois, du risque et le fait de oser, le fait de prendre des risques, le changement d'échelle en matière de financement. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'épargne africaine doit prendre davantage de risques qu'elle ne le fait aujourd'hui. L'épargne européenne, au lieu de financer uniquement des bonds américains ou du déficit américain, doit à la fois davantage se financer elle-même en Europe, comme justement prendre des risques par des investissements, notamment sur, par exemple, des fonds sectoriels. C'est ça qui permet justement de changer d'échelle. Jean-Luc Chauvin, je reviens vers vous parce que vous avez des propositions pour le coup à faire. Oui, moi j'ai envie de... Je dis, la coopération, on en parle, on est tous d'accord. Maintenant, comment on passe à l'action? J'ai envie de choses simples. Les choses simples, c'est quoi? L'économie, ce n'est pas que les grands groupes, c'est aussi les TPE, PME. Et le développement économique. PME majoritairement. Exactement. Et le développement économique ne peut se faire que s'il y a du gagnant-gagnant. Moi, je suis très attaché à cette notion. Et donc, j'ai envie de proposer 2-3 choses simples. Première chose, pourquoi on ne lancerait pas tous ensemble un programme qu'on pourrait appeler, alors le nom, on peut le changer, c'est pas très grave, mais moi je l'ai appelé en nom de code, Med Business Connection. C'est quoi? C'est grosso modo des accords bilatéraux, pays, France, Maroc, France, Tunisie, d'autres pays africains,
pour accompagner des entrepreneurs dans du compagnonnage, des entrepreneurs de TPE-PME, pour les accompagner dans du compagnonnage, pour les accompagner à apprendre à se connaître, pour les accompagner, et quand je dis les accompagner, c'est les chambres, les deux côtés, ensemble. Et à la fois, même nos amis, par exemple, entrepreneurs marocains, accompagnés ici. Avec des petits points de passage et de rencontre, pourquoi on ne se fixerait pas une ambition, une proposition de dire, voilà, on met en place ces accords et on met en place 100 binômes. L'idée, c'est quoi? C'est de créer des entrepreneurs méditerranéens. Donc, c'est de faire en sorte que ça devienne une réalité, une réalisation. On les accompagne à la fois dans les difficultés administratives, à la fois dans les financements qui sont une réalité, à la fois aussi dans la création de partenariats pour pouvoir développer, pour faire. Parce qu'en réalité, quelle que soit la taille du pays, il y a toujours du business à faire. Il y a toujours du business à faire. Et on ferait une erreur dramatique de se concentrer que sur les grands pays au prétexte qu'il y aurait de grands marchés. Parce qu'il y a un développement démographique dans tous les pays africains, parce qu'il y a un besoin d'évolution, parce qu'il y a souvent un PIB bien supérieur à celui qu'on connaît dans la vieille Europe et notamment en France. Et donc c'est naturellement une débouchée pour des productions qu'on n'a pas, mais c'est aussi un élément. Deuxième idée qui va un peu dans le même sens, qui pourrait s'adresser aux jeunes. Moi j'ai envie de dire... pourquoi, au fond, et c'est une sous-idée peut-être de la première, c'est on ne ferait pas quelque part émerger une sorte de campus maître de l'entrepreneuriat pour les porteurs de projets. Là aussi, on peut aider des porteurs de projets et on pourrait les faire bouger sur nos différents pays méditerranéens. Une sorte d'accélérateur que les consulaires, que les syndicats patronaux pourraient porter avec nous. Et vous avez vu que je parle essentiellement du monde économique. Je n'ai pas parlé de nos institutions, grand respect, mais je crois que le business, c'est notre sujet. Définitivement. Et il faut qu'on le garde parce que nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et je vous le redis, les entrepreneurs, quand ils parlent entre eux, ils parlent la même langue, celle du business. Et donc, simplifie. Et puis, autre proposition concrète, là, on a besoin des pouvoirs politiques. Trop souvent, on rencontre des chefs d'entreprise qui nous disent « Ah, mais j'ai pas pu venir à telle foire, à tel salon, à telle opération, parce que j'ai pas eu mon visa. Ah, mais tiens, j'ai pas pu... Pourquoi on ne créerait pas un espace à partir, par exemple, d'entreprises identifiées par les consulaires des différents pays? On ne créerait pas un espace avec une sorte de... Le terme n'est pas le bon, les diplomates me le reprocheront, les politiques aussi, mais de visa sur 6 mois, 1 an, un motif économique, avec des objectifs validés par les consulaires, par exemple, où on dirait, oui, tel et tel entrepreneur va à la foire de Marseille, tel et tel entrepreneur va machin, tel et tel entrepreneur va... Et donc, on faciliterait, à partir du moment où on a une obtention, les accès, les entrées, les liens économiques. La réalité, c'est comme quand on a des infrastructures, quand on crée des infrastructures, on rapproche les gens, quand on rapproche les gens, on rapproche le business. Ben là, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières, ou il faut qu'il y en ait le moins possible pour qu'on rapproche les gens pour faire du business. Et donc, c'est des petites idées simples, peut-être qui sont à améliorer, à retravailler, peut-être qu'il y en a plein d'autres qui sont à réaliser. Mais l'idée, c'est de passer d'une coopération de discours, excusez-moi, à une coopération de réalisation, à des actions concrètes. Comment on rentre, comment on crée cette notion. Et je suis attaché à cette idée de notion d'entrepreneur méditerranéen, de nos deux continents. Voilà. Claudia Godio-Francisco, ce que vient de dire Jean-Luc Chauvin, est-ce que c'est finalement, on a un événement sur lequel travailler en commun, ne faites pas des... Vous avez peur. C'est pas grave, tout va bien. Il y a un événement qui arrive au Maroc, c'est la Coupe de foot 2030. On l'a dit tout à l'heure, il y a déjà des entreprises françaises et marocaines qui sont en train de travailler ensemble. Est-ce que ces propositions que fait Jean-Luc Chauvin, est-ce que finalement cet événement-là, où on a déjà envie d'aller ensemble, de construire des compétences, une task force commune, est-ce que ce ne serait pas le moment justement de changer ce modèle? Alors, depuis tout à l'heure, j'entends effectivement action,
Alors, je crois que justement, les chambres de commerce s'inscrivent dans l'action en permanence. D'ailleurs, au même titre que la CGEM sur le territoire marocain, ou cette task force qui a été créée France-Maroc, qui a été avec BPI et Business France créée il y a maintenant 2 semaines, qui a été fin avril, absolument. Voilà, qui a eu lieu à Rabat, où en fait la Chambre a participé activement également à cet événement, en collaboration évidemment, et tout cela avec la CGEM et BPI et Business France, où en fait l'idée c'était vraiment de connecter, parce que c'est ça vraiment l'idée, c'est de co-construire et de pouvoir créer ensemble peut-être quelque chose qui est exportable, c'est-à-dire que la France et le Maroc s'unissent pour pouvoir justement, ça c'est les mots de notre ministre qui a très justement dit qu'on pourrait s'associer pour faire en sorte que notre expertise soit une expertise commune et que nous puissions parcourir l'Afrique ou d'autres pays exactement avec cette proposition. Je pense qu'effectivement l'idée est bonne. Dans les démarches, je vais reprendre les mots tout à l'heure de Madame l'ambassadeur qui a dit une chose très importante, c'est je pense que le sujet est la co-construction aujourd'hui. Aujourd'hui, la France doit s'inscrire effectivement... C'est le rapport d'égal à égal. Tout à fait, exactement. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Maroc est à table avec la France et non pas comme ça l'était le cas avant. Voilà, il faut changer, le paradigme a changé. Il faut vraiment qu'on soit dans une démarche où en fait... on a une chance exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui les choses fonctionnent. On a une chance exceptionnelle aussi, c'est que le Maroc est un pays qui est... les projets sont exceptionnels. On a quand même la Coupe du Monde 2030 qui arrive avec ce partenariat avec le Portugal et l'Espagne. Je crois que tout le monde peut s'inscrire dans cette démarche. Et aujourd'hui, c'est une vraie opportunité à saisir, que ce soit pour la France ou pour d'autres pays, accessoirement. Je le dis parce qu'on parle d'Europe aujourd'hui, on ne parle pas que de la France. C'est important, mais c'est vrai que je pense que nous pouvons tous nous inscrire dans cette démarche de co-construction. Et je pense que ce sont les attentes sur le territoire. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on décode plutôt pas mal en théorie. Et dans cette démarche, justement, la Chambre s'inscrit dans l'action. C'est vraiment l'accompagnement, le décodage et surtout, encore une fois, c'est cette proximité. Parce que je crois que c'est important, la proximité. Voilà. Pour aller peut-être droit au but, pour reprendre une formule très connue. Droit au but, ça tombe bien. En plus, avec la Coupe du Monde, c'est parfait. Vous avez parfaitement raison. Peut-être une dernière question, Benoît Charvalier. La chaire que vous avez co-créée, elle travaille justement sur ces sujets de prospective. Très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait, dans un monde idéal, imaginer pour les 5 prochaines années ? Merci beaucoup pour la question. Alors, on n'est pas dans l'idéal, on est dans le concret. C'est bien, alors, dans l'action. Pour citer René Char, c'est-à-dire agir en homme de réflexion et réfléchir en homme d'action, j'ai vraiment voulu créer cette chaire, donc business et industrie en Afrique, qui est basée donc au Maroc, à Rabat, sur le campus de l'ESSEC, en partenariat d'ailleurs avec d'autres acteurs marocains, en particulier Centrale, Casablanca, et on discute là avec l'Université Mohamed VI, et donc qui consiste à traiter 2 sujets, celui de l'industrialisation d'une part, et d'autre part la transformation des matières premières localement. Et donc ce n'est pas uniquement évidemment au Maroc, c'est en Afrique subsaharienne. On a eu notre première cohorte, donc on l'a fait, j'ai fait une levée de fonds en partenariat avec les groupes AGL, Africa Global Logistics, vous me pardonnerez avec la CGM aujourd'hui, le groupe IBL et Rise IPP, donc c'est un groupe d'entreprises panafricains qui représente toutes les 5 sous-régions. On a eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, à Kouaba d'ailleurs, pour nos amis ivoiriens qui sont ici. On a été accueillis de manière fantastique. Et donc, on ne peut pas réussir ce partenariat, on ne peut pas réussir cette industrialisation, on ne peut pas réussir le fait d'oser si on ne traite pas aussi la question à la base, et la base, c'est l'éducation. Alors, il nous reste malheureusement plus de temps pour continuer à échanger, mais je suis sûre que les propositions de Jean-Luc Chauvin vont sans doute essaimer et donner des idées. On compte sur vous pour les partager en dehors de cette scène. Il est en train de dire qu'on va finir ensemble, j'ai bien entendu ? Non, le faire ensemble. On va faire le projet. Les propositions ensemble. Et vous revenez l'année prochaine pour nous dire ce que ça donne. Avec plaisir. Merci à tous les 3. Des bons résultats. Merci. N'en doute pas. Merci. Merci à tous.